Et si les métiers de la santé et du social nous faisaient de nouveau rêver ? Vibration, échographie d'un métier, un podcast du Centre d'information et de promotion, le 28. Regard subtil et émouvant, au-delà des stéréotypes sur les métiers de la santé et du social. Notre mascotte télé, le Piaf, oui, un petit oiseau, nous emmène dans des récits de vie sans tabou, honnêtes et inspirants. Maintenant, Maître Piaf, sur un arbre perché, nous tient à peu près ce langage. Oh là là, je suis tout chamboulé. Et vous savez pourquoi ? D'abord, parce que le 28, le Centre d'information et de promotion des métiers de la santé et du social de Genève vient de me désigner comme nouvelle mascotte officielle de ce podcast sur la vie des techniciens et techniciennes en salle d'opération. Quelle classe ! Moi qui ne fais que bâiller aux corneilles et regarder les passants qui passent. Et justement, je me suis perché dans un marronnier, juste devant l'Ortra. C'est au quartier des Charmilles, à Genève. Depuis plusieurs jours, il en passe du monde par ici. Quelquefois, il me laisse même des miettes de sandwich et aussi pas mal de paroles. Ces jeunes qui veulent se former ici. Alors moi, j'ai tendu l'oreille. Et cui, et quoi. Ils nous en racontent. Et particulièrement les techniciens et techniciennes en salle d'opération. Bon, pour vous donner une idée, nous suivons l'un d'entre eux. Akan Ildirim, technicien de salle d'opération. Dans son lieu de travail, une clinique à Genève. Et on commence par un rituel indispensable dans les vestiaires. Nous allons changer parce qu'on a un habit blanc pour l'extérieur. Et puis une fois qu'on rentre au bloc opératoire, on doit se mettre en pyjama, entre guillemets, pantalon, casaque, bonnet et le masque. Dès qu'on se change, on se met des habits bloc opératoire, on rentre à l'intérieur, on se lave la main. Une partie de l'asepsie en fait, on met les masques et puis on va se trouver le planning opératoire. Voir dans quelle salle nous sommes, combien d'interventions on va le faire. Après on va aller chercher nos plateaux qui a préalablement déjà préparé les veilles. Si ce n'est pas fait, c'est nous qu'on va le faire. On rentre tout en salle, on voit avec nos équipes l'anesthésie, l'aide de salle et nos collègues de salle de réveil pour voir s'il y a des allergies aux patients, s'il y a des prothèses ou d'autres pour cette intervention-là. On rentre en salle d'intervention, on fait un nettoyage de surface, du haut vers le bas, du plus propre au plus sale, pour préparer, pour pouvoir ouvrir le matériel. Alors là, on arrive dans le bloc opératoire en fait. Nous avons rentré. Actuellement ici, on est dans un bloc opératoire ambulatoire avec 2 salles d'intervention. Nous, on appelle salle 5 et 6 en fait. Et là, on va y aller dans la salle 6. Il y a beaucoup de matériel en fait pour la surveillance de patients. Il y a beaucoup de chariots, beaucoup de tables d'intervention, c'est sûr. Et c'est que le bout de l'iceberg. C'est notre salle d'intervention en fait. Il est bien équipé. On peut faire avec toutes les interventions connues en fait, que ce soit l'orthopédie, gynéco, l'urologie, orthopédie, enfin tout ce que vous voulez. Alors c'est une chambre carrée on va dire, ça va faire à peu près 40 mètres carrés. Il y a plusieurs chariots à l'intérieur qui sont équipés de matériel pour l'anesthésie et pour notre intervention. Ça peut être des gants, les champs, tout ce qui est matériel stérile. Nous avons un respirateur, aspiration, monopolaire, des appareils radiologiques, un tour de laparoscopie pour faire tout ce qui est l'intervention de laparoscopique ou arthroscopique, plusieurs chariots, plusieurs tailles, qui nous sert bien pendant l'intervention. L'intervention, ça se passe ici. Nous avons une avant-salle où on peut se laver la main, on se met en partie stérile en fait, et on s'habille, on se met les gants ici. On n'a pas droit d'erreur dans notre métier en fait, tout doit être checké, tout doit être parfaitement vérifié avant l'endormissement de patient parce qu'il y a toute une organisation qui est derrière. On ne peut pas travailler tout seul en tant que technicien de salle d'opération, nous avons besoin de notre aide de salle, une deuxième instrumentiste pour tourner pendant l'intervention, une infirmière anesthésiste, médecin anesthésiste et le plus important bien sûr c'est le chirurgien. Alors notre métier, nous sommes autour de patients en fait, tout simplement. Les chirurgiens nous transmettent ce qu'il en a besoin. Nous préparons nos matériels, on accueille le patient, on installe, on se prépare à côté en même temps le matériel qu'il en a besoin le chirurgien. On assiste pendant l'intervention jusqu'à la fin de l'intervention. Même si on fait les mêmes interventions, chirurgien, le geste est différent, l'anatomie peut être différente, les matériels ça peut être différent aussi. Alors là, on se met tout à l'extérieur, tous nos soucis ou d'autres, des soucis, le stress ou tout ce qu'il peut y avoir d'autre. Une fois qu'on rentre dans le bloc opératoire, on se met tout en arrière et puis on est là que pour le patient.
Voilà, vous avez pu suivre Akam dans ses diverses salles de travail, et en particulier cette salle d'opération qui, moi, m'a quand même interpellé. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu une, si vous n'étiez pas endormi. Mais c'est vraiment un lieu de travail impressionnant. Alors je suis ressorti de cette salle pour aller à la rencontre de... Aurélie Corbeau, technicienne en salle d'opération. qui nous explique son métier. Donc moi je travaille au HUG, au bloc opératoire, dans les salles d'opération. Je suis technicienne en salle d'opération. Donc nous, on est les personnes qui ouvrons les salles d'opération le matin en arrivant. Ensuite, on accueille le patient quand ils arrivent, on les accueille avec les anesthésistes et puis nos collègues aides de salle aussi, où on va pouvoir les accueillir, parler un petit peu avec eux. C'est vraiment une question de temps, parfois c'est que 5 minutes, où vraiment on les accueille, on confirme avec eux qu'ils sont là, pour quelles raisons ils sont là, s'ils ont des allergies, s'ils ont des questions, n'importe. Ensuite, nous, on va préparer tout notre matériel qu'on aura besoin durant l'intervention, que le chirurgien a demandé, que nous, on a préparé. Donc on va monter nos tables. Donc on va se laver en stérile, s'habiller en stérile, vraiment comme les chirurgiens sur le champ. Et puis on va préparer tout notre matériel, notre table, etc. Et puis après, une fois que le patient est prêt, donc c'est là que l'intervention va commencer. Et nous, à ce moment-là, on est là pour en fait pouvoir assister le chirurgien en lui donnant le matériel dont il va avoir besoin, en anticipant ses gestes. C'est vraiment important pour que en fait, le chirurgien puisse rester concentré sur le champ opératoire. Et que nous, on anticipe les gestes sans qu'il ait besoin à chaque fois, on va dire, presque de faire des pauses, on va dire, sur ce qu'il est en train de faire pour se retourner, nous demander ce qu'il a besoin, etc. Vraiment qu'il puisse rester concentré et que nous, on anticipe les gestes qu'il a besoin. D'anticiper aussi toute complication qu'il pourrait y avoir durant l'intervention et d'avoir le matériel adéquat dans la salle et prêt si la complication devait se faire. Et pas qu'on ait devoir encore attendre le temps qu'on ait cherché le matériel et tout. Et puis à la fin, donc de pouvoir aussi aider les chirurgiens sur toute l'intervention, préfère le pansement, pouvoir accompagner le patient jusqu'à son lit et ensuite jusqu'en salle de réveil. Ensuite, on recommence, on nettoie la salle et on recommence pour les patients suivants. Vous avez peut-être eu affaire à Aurélie, sans le savoir, en salle d'opération. Et au-delà des aspects techniques, on a aussi rencontré Benjamin Louis, technicien de salle d'opération. Qui sortait juste de la salle d'opération pour aller au cœur de son activité. Alors là, j'ai assisté successivement à plusieurs interventions qui concernaient surtout le genou. On a fait des reconstructions de ligaments croisés antérieurs. On a travaillé sur des ménisques, donc tout ce qui peut être suite à du post-traumatique, c'est-à-dire suite à un accident de la vie. Et les gens ont besoin qu'on répare ce genou parce qu'ils ont mal, parce que ça leur bloque la mobilité, ça les empêche de faire du sport. Alors avant qu'on rentre dans une salle, avant surtout que le patient rentre dans une salle, il y a beaucoup de travail d'anticipation, on a beaucoup de vérifications à faire, beaucoup de préparation, c'est-à-dire qu'on doit vraiment préparer du matériel spécifique selon l'opération, selon le chirurgien et selon le patient bien sûr. On doit anticiper les problèmes qui pourraient survenir dans la journée pour ne pas avoir à courir au dernier moment inutilement. On doit vraiment être au clair avec ce qui va se passer dans cette salle d'opération, avec les problèmes qu'on peut éviter et anticiper vraiment le maximum. Alors assister, oui, ça peut être complété. Alors oui, on assiste notamment le chirurgien et toute l'équipe opératoire au moment de l'intervention. On participe forcément à cette intervention parce qu'on est un acteur clé, c'est-à-dire que nous, on est constamment en mouvement pendant cette intervention. Et donc on assiste, on participe et on est un acteur de cette intervention. Voici pour la journée de Benjamin, en bloc opératoire pour sa dernière intervention. Et il y a aussi des techniciens en salle d'opération qui se sont spécialisés comme Abigail Rodriguez, technicienne en salle d'opération. Qui nous explique sa spécialité. Généralement, donc moi je travaille dans la spécialité d'orthopédie. Donc les chirurgies les plus longues qu'on fait en orthopédie, c'est les chirurgies du rachis, donc de la colonne. Et donc quand c'est des grosses fixations, des grosses malformations du dos, et ça prend plus de temps, c'est des choses qui durent vraiment très longtemps. Donc on est habillé le matin pour préparer les interventions, donc avant que les chirurgiens arrivent, le matériel stérile. Ensuite les chirurgiens arrivent, il faut préparer le patient à l'intervention, ce qui prend déjà un certain temps.
Et ensuite, durant l'intervention, donc, les gestes opératoires durent aussi un certain moment. Et c'est ce qui fait que les chirurgies durent certaines heures. Souvent, ça reste notre quotidien. C'est vrai que quand on dit qu'on est debout pendant 8 heures, ça peut impressionner. Mais finalement, c'est notre quotidien, même si on n'est pas sur une intervention pendant 8 heures. Mais voilà, les interventions s'enchaînent et finalement, on est tout le temps debout pendant 8 heures. On est tout le temps un petit peu dans la pression pendant un certain temps. Donc après une journée de travail, comme tout le monde, on rentre à la maison, on continue notre vie, on va faire notre sport, c'est comme une personne normale finalement. Je pense que on participe à sauver des vies, on ne sauve pas des vies, on y participe effectivement, mais on a fait ce choix de travailler dans le milieu de la santé, de travailler pour l'humain. Effectivement, donc moi je suis dans l'orthopédie, donc c'est vraiment des interventions. Si on fermerait les yeux, qu'on rentrerait dans une salle d'opération où on pratique de l'orthopédie, on se dirait on est dans une menuiserie. Parce qu'on a des marteaux, on a des scies. C'est vraiment du matériel très pratico-pratique. Et donc c'est très manuel, c'est très technique. Et nous, on a vraiment cette manipulation de tout ce qui est instruments, montage des tables. On a des boîtes à non plus voir la fin, en orthopédie surtout. Et donc, c'est vraiment cette discipline-là qui me plaît. Voilà, parce qu'on se sent utile, parce qu'on a plein de choses à faire. Le côté technique est très présent. Mais vous devez vous dire, comment tous ces professionnels ont pris connaissance de ce métier méconnu et se sont tournés vers cette carrière? Alors mon parcours personnel, en fait, moi j'ai commencé en tant qu'aide-soignant à l'âge de 18 ans, en travaillant dans plusieurs services de soins. J'ai fait de la gériatrie, de la chirurgie générale, etc. Et puis j'ai eu l'opportunité d'accéder au bloc opératoire en tant qu'aide de salle. Donc, c'est-à-dire le personnel qui a le rôle de prendre en charge l'installation opératoire et le rôle de circulant dans la salle, mais qui n'est pas habillé avec le chirurgien pendant l'acte opératoire. Donc j'ai eu cette fonction pendant plusieurs années, puis j'ai décidé avec l'aide de l'établissement où je travaille de faire la formation de technicien de salle d'opération en cours d'emploi. Ce qui m'a permis de devenir 3 ans après technicien de salle d'opération, donc toujours dans la clinique où j'ai commencé. J'ai fait l'école d'aide-soignante en fait, il y a à peu près 20 ans d'années, et je tombais dans un hôpital où ils avaient besoin comme aide de salle d'intervention. Et depuis 20 ans, je travaille comme aide au bloc opératoire. Et un beau jour, j'ai décidé de faire technicien de salle d'opération. Et la clinique laquelle je travaille actuellement, ils m'ont permis de faire cette formation qui dure 3 ans. Ils m'ont autofinancé et je suis là et je suis très content. Donc, moi, j'étais à l'ECG avant de commencer la formation. Et en fait, arrivé sur mes dernières années, je cherchais les métiers qui pouvaient être disponibles, qu'on pouvait faire à la suite de l'ECG. Et j'ai vu en fait le nom de technicien en salle d'opération, juste avec le certificat de l'ECG. Et du coup, j'ai fait mes recherches sur Internet en quoi ça consistait, en allant après sur le site de l'école. Je me suis rendue aux séances d'information de l'école. C'est vrai que ça m'a attiré le métier, comment c'était. Et du coup, je me suis lancée dans des stages d'observation, où j'ai fait plus d'1 mois de stage. Et c'est là que ça a confirmé que je voulais faire ce métier. Je pense que durant ces stages, ce qui m'a vraiment attirée dans ce métier, c'est un métier qui est très manuel, où vraiment on est toujours en train de faire quelque chose. On a plusieurs, comme je disais avant, par exemple, sur les fixations, on a plein de choses à monter, des instruments à monter, des vis à monter, etc. Il y a aussi le fait que nos journées sont jamais pareilles. Ce sont tout le temps des journées différentes. Et il y a aussi, vraiment dans ce métier, on est en interaction avec plein d'autres spécialités du monde médical. Dans une salle d'opération, on a plein d'autres spécialités qui se retrouvent. Et c'est vrai que on en apprend chaque jour plein avec toutes les autres spécialités aussi. Oh là là, ils en ont des choses à dire ces techniciens et techniciennes en salle d'opération sur Radio 28 aujourd'hui. Et alors moi, après leur journée de travail, je suis allé vers eux pour savoir comment ils surmontaient les difficultés de leur métier en salle d'opération.
Difficile, c'est des changements d'opération des fois. On doit être capable de travailler dans plusieurs différentes des chirurgies en fait, que ce soit la chirurgie orthopédie, vasculaire. On passe au vasculaire, au gynéco, chirurgie des pieds. Ça, il faut savoir s'adapter. Je pense qu'en tant que technicien en salle d'opération, il faut supporter la vue vraiment d'un corps ouvert, on va dire, face à nous, la vue du sang, malgré tout les odeurs qu'il y a dans une salle. Donc c'est vrai que je pense que par rapport à certaines autres personnes qui ne travaillent pas dans une salle d'opération, on a peut-être une vision différente de tout ça. La technicité peut faire peur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de spécifiques dans notre métier, il y a beaucoup de chirurgies spécifiques, de chirurgiens qui ont leur spécificité. Les prises en charge des patients changent selon leur âge, selon tout un tas de facteurs. Donc ce qui peut faire peur, je pense, c'est vraiment cette masse de spécificités qui se mettent bout à bout. Maintenant, faut vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas trop prendre en compte en début parce que c'est quelque chose qui vient tout seul après. Année après année, on se rend compte qu'on est capable de faire des liens et des transferts et qu'on est capable de se rendre spécifique très rapidement au long de la carrière. Dis donc, il en faut des qualités pour faire un bon technicien ou technicienne en salle d'opération. Mais pour Abigaël, il y a une faculté qu'il est indispensable de posséder pour se lancer dans cette carrière. On ne peut pas vraiment tout prévoir. Il y a les aléas qui font que ça se passe bien ou ça se passe un peu moins bien. Et voilà, il faut prévoir les plans A, le plan B, le plan C. Et des fois même le plan D, parce que des fois ça ne se passe pas comme on aurait prévu. Il y a des complications qui peuvent se produire. Et nous, notre rôle aussi, c'est de prévoir ces complications, de savoir qu'elles existent et quelles sont ces complications pour pouvoir anticiper. Un exemple, sur des interventions qui se feront en laparoscopie, donc ça veut dire qu'on va introduire une caméra dans le ventre du patient pour faire tout type d'intervention. Il peut arriver qu'un vaisseau saigne ou bien que le chirurgien voit à l'intérieur de la personne qu'il se passe quelque chose qu'il n'a pas prévu. Et voilà, il faut ouvrir parce que dans l'urgence, il y a un vaisseau qui saigne et que la vie du patient est en jeu. Il faut qu'on ait prévu ces instruments pour pouvoir passer de laparoscopie, donc avec une caméra en ouvert. Et donc c'est des choses qui doivent se faire vraiment rapidement et c'est pour ça qu'on doit être vraiment rodé là-dessus. Alors je pense que la principale qualité, effectivement, c'est la résistance au stress. Ne pas se faire submerger par nos émotions. Et puis une capacité de communication aussi. Ça, c'est super important dans notre métier. Malgré qu'on ne fait pas les gestes opératoires, on prévoit tout ce qu'il faut pour faire ces gestes opératoires. Donc, sans nous, effectivement, les interventions ne se feraient pas. Et si les métiers de la santé et du social nous faisaient de nouveau rêver ? Vibration, échographie d'un métier, un podcast du Centre d'information et de promotion, le 28. Regard subtil et émouvant, au-delà des stéréotypes sur les métiers de la santé et du social. Voilà, vous avez pris du bon temps, j'espère. Et encore merci à Hakan Yildirim, Benjamin Louis, Abigaël Rodriguez, Aurélie Corbeau, techniciens et techniciennes en salle d'opération qui m'ont permis de divulguer ces informations passionnantes. Et moi, je vais retourner dans mon marronnier, juste au-dessus du bâtiment où se trouve l'Ortra et le 28, centre de promotion et d'information des métiers santé et social, qui m'ont bien motivé à vous partager ce podcast. D'ailleurs, l'air de rien, on revient avec une deuxième partie en compagnie de nos TSO, techniciens en salle d'opération. À tout bientôt. Cui, coin, et à la prochaine. Ah oui, au fait, le podcast, vous pouvez le partager depuis notre site ortra-ge.ch et sur les plateformes podcast. Cette fois-ci, en vrai, je décolle.